Dans la suite du débat, la parole est à Monsieur Jean-Claude Requier pour le groupe RDSE. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, bien que n'appartenant pas à la commission d'enquête sur le rôle des banques et des acteurs financiers dans l'évasion fiscale, et en l'absence de mon excellent collègue et ami, le sénateur Yvon Collin, je m'exprime au nom de mon groupe sur ce sujet de première importance. D'ailleurs, j'ai cru comprendre que l'actualité politico-judiciaire avait pu, parfois, rattraper les travaux de la commission d'enquête qui ont pu connaître une atmosphère relativement tendue. Inutile de revenir sur les révélations de ces derniers mois qui ont bouleversé certaines incertitudes quant au caractère inébranlable du secret bancaire et de l'opacité des centres offshore par lesquels transitent la fraude et l'évasion fiscale. Pour autant, l'essentiel des conclusions de cette commission d'enquête sénatoriale, tout comme celle de la précédente commission sur l'évasion des capitaux et des actifs hors de France de 2012, n'en reste pas moins très intéressante et mérite toute attention du législateur. Ces travaux ont débuté quelques mois seulement après les révélations du dossier Offshore Leaks. Depuis, les dirigeants des plus grandes puissances se mobilisent pour mettre en œuvre l'échange automatique d'informations, considéré désormais comme la solution pour lutter contre ces fléaux. À la suite des États-Unis, qui ont voté en 2010 la loi FATCA, obligeant l'ensemble des établissements financiers du monde à fournir les informations qu'ils détiennent sur les comptes et les flux financiers bénéficiant directement ou indirectement des contribuables américains, les déclarations prônant l'échange automatique d'informations se sont multipliées. Le 9 avril 2013, le ministre français de l'économie et des finances adresse avec ses homologues britanniques, allemands, espagnols et italiens un courrier à la Commission européenne demandant l'instauration d'un FATCA européen. Fin avril 2013, les ministres des Finances du G20, réunis à Washington, exhortent la communauté internationale à adopter l'échange automatique d'informations. Le 12 juin, la Commission européenne publie une proposition tendant à étendre l'échange automatique d'informations entre les administrations fiscales de l'Union européenne. Le 18 juin, David Cameron, qui réunit ses homologues du G8 en Irlande du Nord, fait montre d'une grande détermination pour lutter contre l'optimisation fiscale et contre les paradis fiscaux, y compris dans les territoires rattachés à la couronne britannique. En outre, l'ensemble des dirigeants présents à ce sommet appellent à faire de l'échange automatique d'informations le nouveau standard mondial. Le 20 juillet, lors de la réunion des ministres des Finances du G20 à Saint-Pétersbourg, l'OCDE présente son plan d'action pour lutter contre l'érosion de la base d'imposition et le transfert des bénéfices, le BEPS. Le 26 juillet, la France promulgue sa loi de séparation et de régularisation des activités bancaires qui comporte certaines dispositions visant à lutter contre les paradis fiscaux. En septembre, le Parlement suisse entérine l'accord avec les États-Unis relatif à la mise en place de FATCA. Enfin, le 7 novembre, le Parlement adoptait définitivement le projet de loi relatif à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière. Ce projet de loi, dont certaines dispositions viennent d'être censurées par le Conseil constitutionnel, comporte à n'en point douter des avancées qui permettront de pallier certaines carences mises en évidence par le rapport de la commission d'enquête. Ainsi, la définition d'un délit de fraude fiscale aggravée commis en bande organisée permettra de mieux sanctionner les intermédiaires qui échappent aujourd'hui à toute condamnation, sans qui la fraude fiscale serait sans doute la plupart des cas impossible. À l'échelle internationale, l'OCDE est en train d'élaborer son modèle de convention standardisée pour l'échange automatique d'informations qu'elle devrait présenter dans le cadre de la prochaine réunion des ministres des Finances du G20 qui se tiendra à Brisbane, en Australie, en septembre 2014. Si l'échange automatique semble aujourd'hui s'imposer, c'est bien que les solutions précédemment mises en œuvre ont échoué. Ainsi, les différentes listes de paradis fiscaux ne se sont pas révélées très efficaces et sont aujourd'hui presque vides. Quant aux conventions bilatérales d'échange d'informations sur demande, si leur nombre a explosé depuis quelques années, on voit bien que la coopération effective est loin d'être une réalité avec tous les États. De même, les évaluations réalisées dans le cadre de la revue par les pairs ne semblent pas suivies d'effet. L'échange automatique
devrait donc permettre de lever un certain nombre d'obstacles qui ont permis jusqu'à présent à la concurrence fiscale dommageable de perdurer, voire de prospérer. Il faut donc se féliciter des prémices de sa mise en œuvre au niveau mondial. Toutefois, permettez-moi de ne pas être aussi enthousiaste que d'autres, car il me semble que si l'échange automatique d'informations constitue une avancée indéniable, il ne résout pas un certain nombre de difficultés qu'il faudra nécessairement lever pour lutter efficacement contre la fraude et l'optimisation fiscale. Ces difficultés sont présentes à deux niveaux. En amont, tout d'abord, les faiblesses du système juridique, institutionnel et fiscal de certains territoires conduisent tout simplement à l'absence d'informations échangeables ou à des informations très lacunaires. Pour ces juridictions totalement opaques, l'échange automatique d'informations ne changera rien. Quelle solution la communauté internationale envisage-t-elle pour ce type de situation? En aval, ensuite, se pose la question du traitement et de l'exploitation des informations recueillies. Ainsi, les moyens financiers et humains des administrations en charge de la lutte contre la fraude et le blanchiment, qui sont déjà très largement insuffisants, comme a souligné le rapport de la commission d'enquête, devront donc être significativement renforcés. Je citerai à titre d'exemple une phrase du rapport qui concerne Tracfin, la cellule de lutte contre le blanchiment. Je cite: « Les efforts de productivité demandés à Tracfin ne sont pas réalistes. Avec 90 fonctionnaires pour traiter 30 000 informations par an, le déséquilibre est patent. » Or, avec l'échange automatique d'informations à l'échelle mondiale, ce type de déséquilibre ne sera plus que prégnant. En outre, au-delà des moyens, face à une innovation financière toujours plus complexe, les compétences techniques de ceux chargés de la surveiller doivent être adaptées. Comme le souligne le rapport, je cite, « Le contrôle fiscal ainsi que les superviseurs financiers pourraient sans doute réaliser des gains de productivité par une meilleure coordination de leurs actions ou encore par le développement du capital humain qui appelle une formation permanente. » Dès lors, les propositions du rapport de la commission d'enquête qui visent à allouer des moyens suffisants à la lutte contre la fraude, l'évasion fiscale et le blanchiment et à renforcer les effectifs et l'éventail des compétences de certaines entités spécialisées sont plus que jamais d'actualité. Le chemin à parcourir pour lutter efficacement contre la fraude et l'évasion fiscale reste donc long, autant au point national qu'international. C'est pourquoi, s'il faut soutenir sans hésitation l'échange automatique d'informations, il ne faut pas le considérer comme une solution miraculeuse et universelle, car le meilleur remède reste sans conteste la dissuasion grâce à une politique exemplaire et systématique d'une grande fermeté à l'égard des fraudeurs.